Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour ce nouvel entretien avec une actualité très chargée cette semaine et notamment ces tensions renouvelées dans les territoires palestiniens. Les manifestations se multiplient, les grèves de la faim également. Plusieurs milliers de prisonniers palestiniens sont concernés sur le sol israélien. Alors, qui se cache derrière le lancement de ces nouvelles manifestations? Est-ce qu'il s'agit ou pas d'un message lancé à l'approche de la visite de Barack Obama? Boaz Bismuth, rédacteur en chef au quotidien Israël Hayom, mais également ancien ambassadeur d'Israël en Mauritanie, est avec nous pour faire le point. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de le dire, 4500 prisonniers palestiniens en Israël sont en grève de la faim. Avec quel message aujourd'hui? Bien sûr, c'est une situation alarmante. Il faut savoir une chose, que ce que l'on voit aujourd'hui, cette grève de la faim de 4500 prisonniers, c'est une dégradation de la situation, pas d'hier et pas d'avant-hier, c'est déjà un certain temps. Alors la question qui se pose réellement, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce que c'est quelque chose de voulu, de construit, ou est-ce que c'est quelque chose de spontané? Alors on va dire la chose suivante, il faut voir un petit peu les éléments clés qu'il y a autour. Alors vous avez très bien dit la venue de Barack Obama le 20 mars en Israël. Bien sûr, cette visite du président américain remet, bien sûr, encore une fois, le processus de paix qui n'existe réellement pas aujourd'hui, mais encore une fois sur la scène. Et puis il y a aussi cette situation économique qui était bonne, mais maintenant qui s'est dégradée dans les territoires, mais du côté du Fatah bien sûr, et en plus les 12 dernières années, le gain, comment on va dire, Hamas de l'autre côté, donc à Gaza, qui prend de plus en plus de pouvoir, y compris aussi dans le territoire sous contrôle du Fatah. Alors justement, peut-être pour compenser cette absence d'autorité et de légitimité, le Fatah lui aussi a choisi de hausser le ton et n'hésite pas à mettre en garde les Israéliens contre l'éclatement d'une troisième intifada. Est-ce qu'il faut y croire? Alors, d'abord, il faut toujours croire au pire, justement, pour ne pas être surpris. Je pense qu'en 87, on a eu la grosse surprise, souvenez-vous, la première intifada. Ensuite, bien sûr, entre 2000 et 2004, on a vu aussi les conséquences néfastes sur la population civile israélienne. Mais je veux dire aujourd'hui qu'Israël, on aura beaucoup de mal à surprendre Israël. Israël aussi s'est protégé, parce qu'on se souvient qu'en 2000-2004, Israël n'avait pas cette clôture de sécurité dont le monde parle du mur. Mais ça, c'est pour éviter justement, encore une fois, ce déclenchement de vagues terroristes en Israël. Mais d'un autre côté, il faut savoir une chose. C'est pas parce qu'en Israël, on n'a pas parlé du processus de paix que le problème palestinien a disparu ou n'existe pas. On a parlé beaucoup d'Iran les derniers mois, voire les 2 dernières années. On a laissé un petit peu de côté le problème palestinien, mais il ressurgit parce qu'il existe. Et il faut trouver cette solution. Le problème aujourd'hui, parce qu'il existe, mais pas parce que les leaders israéliens ont envie d'y trouver une solution. Benjamin Netanyahou l'affirme haut et fort, il n'y a pas de partenaire de dialogue. Sans avouer qu'il existe de l'autre côté de la table quelqu'un avec qui parler, pas de chance non plus de faire beaucoup avancer les choses. Sauf que le problème actuel, et il y a une nouvelle donne maintenant, c'est que le président américain arrive le 20 mars. Alors on sait très bien que du côté palestinien, ça sera très très dur pour les Palestiniens, encore une fois, de revendre une image des personnes très claires et très très honnêtes. Mais de l'autre côté, donc des protagonistes, du côté israélien aussi, on a du mal aussi à trouver aussi, comment dire, déjà un gouvernement et quelle ligne directrice va prendre ce gouvernement. Parce que vous savez très bien que si demain vous avez un gouvernement de droite avec un certain Bennett, quelle ligne directrice on aura? Mais si on a un gouvernement avec Livni, qu'on a déjà, et Lapid, ça serait carrément une autre Alors les messages de part et musique. d'autre, on va en reparler. En attendant, Barack Obama arrive avec un message très clair. Il veut faire bouger les choses, mais aussi sans beaucoup d'illusions de la part du président américain, il faut bien l'avouer. Alors concrètement, on peut s'attendre avec quoi avec cette visite? Alors il y a une grande évolution. Souvenez-vous, premier téléphone que le président américain fait, c'est à qui? C'est à Abou Mazen, donc Mahmoud Abbas. Et là, un président américain qui dit, n'oubliez pas aussi, on est en 2008, donc il rentre à la Maison-Blanche en janvier 2009, premier téléphone, donc au leader palestinien. Et là, le président américain, c'est le Messie, donc il peut tout faire. Et il est convaincu que c'est lui qui va amener cette solution. Sauf qu'avec le temps, il voit à quel point, s'il y a un problème, et comme avait dit le président américain, Bill Clinton à l'époque, et Dominique de Villepin, Premier ministre de la France, à l'époque aussi, tous les deux avaient dit une chose en commun, que c'est le problème israélo-palestinien et le conflit le plus dur à résoudre dans le monde contemporain. Donc Obama commence à le comprendre. Sauf que, il ne faut pas oublier que Thomas Friedman, un journaliste de New York Times, qui est un grand, comment on va dire, un proche de Barack Obama, avait écrit il y a environ un an et demi, un article dans lequel même les Israéliens pouvaient se retrouver. Il faut qu'il n'y ait jamais un vide entre Israéliens et Palestiniens. Même si on ne peut pas arriver à une solution, du moins qu'il y ait des négociations. Et je pense qu'Obama a compris ça très bien. D'un autre côté, ce qu'on vous lisez par exemple ce matin, le journal, mon concurrent, le journal Haaretz, vous pouvez lire que John Kerry, donc le secrétaire d'État américain, le nouveau secrétaire d'État américain, qui ne va pas faire le voyage, qui dit qu'Obama va tout faire
va tout faire pour arriver à une solution. Ce n'est pas la Maison-Blanche qui le dit, mais c'est le State Department. Donc beaucoup plus de prudence d'Obama. Il va laisser plutôt ses généraux faire le travail pour lui, cet optimisme. Mais je crois que personne n'est dupe. Moi, à mon sens à moi, je pense qu'on veut plutôt éviter le vide et qu'il y ait des négociations pour qu'il y ait au moins un leurre, comment dire, une illusion de solution possible que réellement une solution, parce que je pense qu'aujourd'hui... Et pourtant, le premier mandat de Barack Obama était plein d'optimisme. Le second, c'est finalement celui-là où tout est possible aujourd'hui. Et là aussi, il ne faut rien en attendre. Écoutez, ça va être 4 années beaucoup plus réalistes. Ça va être 4 années dans lesquelles il ne faut pas oublier une chose. Si les premières 4 années, on voulait vraiment changer le monde, là, on va réellement, je pense que les Américains vont plutôt d'abord essayer de sauvegarder les acquis et d'éviter d'abord, sur le plan interne, l'effondrement à nouveau d'une économie américaine. C'est beaucoup plus important. Il faudra aussi traiter, et Obama va le faire, le problème d'immigration américaine, donc donner beaucoup plus, ça veut dire légaliser beaucoup plus de clandestins qu'ils ont dans le pays. Sur le plan extérieur, il y aura bien sûr la Chine et la priorité. Ce qui se passe dans le Pacifique, cette lutte aussi sur toute cette Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient, bien sûr, qui va être une priorité. L'Europe, moins. Et le Moyen-Orient, encore une fois, c'est quand même une région clé pour les Américains, mais je pense quand même qu'on va le faire sans illusion. Je pense en plus que c'est une région qui est en pleine gestation. On voit très bien ce qui se passe en Syrie, on voit très bien ce qui se passe... Donc finalement, l'intérêt des Américains, au même titre que celui des Israéliens, c'est de conserver un statu quo avec les Palestiniens? Je pense qu'aujourd'hui, c'est sauvegarder les intérêts américains dans la région, et je pense que ça va être une politique beaucoup plus réaliste. Maintenant, vous avez dit quelque chose dans votre question précédente qui était intéressante. Est-ce que peut-être justement moins d'émotionnel et plus de rationnel, est-ce que finalement ça ne va pas nous rapprocher plutôt à une solution? Il y a 4 ans, on était un peu dans le messianisme, et là on va être plutôt plus dans le réel politique. Je pense qu'au Moyen-Orient, c'est ce que peut-être tous les participants ont besoin d'être beaucoup plus rationnels, beaucoup moins émotionnels. Les Américains, là, peuvent nous apporter cette grosse dose, surtout avec un Barack Obama, beaucoup plus de doses de rationalité, mais je pense que d'un autre côté, les protagonistes de cette région, nous et eux, nous, ne sont pas encore prêts à cela. Et surtout il y a une chose... Benjamin Netanyahou, le pragmatisme de Netanyahou sur ces 4 dernières années, on l'a bien vu, c'est aucune solution à l'horizon. Pendant que vous m'interviewez aujourd'hui, je crois que Netanyahou, avec tout le respect que nous avons tous processus de paix, je pense que c'est sa sauvegarde à lui, pas seulement à former un gouvernement, mais sa sauvegarde politique, parce que imaginez le fiasco, président américain qui arrive le 20 mars, et non seulement il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'issue, et on part du jamais vu à d'autres élections. Je crois que ça va jouer réellement le jeu des Palestiniens de notre côté, parce que regardez les Israéliens ensemble, ils ne peuvent pas négocier avec nous, ils ne peuvent même pas négocier entre eux. Je crois que c'est un très mauvais message pour les Américains, pour nos amis américains, mais aussi pour nos futurs amis, j'espère, palestiniens, si Israël ne réussit pas à avoir une ligne directrice. Il faut savoir une chose, il faut le dire aussi à vos téléspectateurs. Le problème que nous avons, nous, avec ces territoires où nous voyons encore une fois un déclenchement de violence depuis quelques jours, et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'Israël doit aussi décider une chose. Et il y avait un écrivain, un universitaire de l'université de Haïfa, Dan Shiftan, qui a écrit un fabuleux livre sur le besoin de la séparation. On peut discuter si c'est bon ou pas, Ariel Sharon l'avait fait en 2005, c'est à discuter. Mais il débute son livre avec cette phrase qu'Israël doit décider. Israël n'a jamais su si avec ces territoires, elle devait les avaler ou les vomir. Il est temps de décider. Et Benjamin Netanyahou n'est pas prêt à le faire. Benjamin Netanyahou, je dirais une chose, un de ses plus gros... je ne sais pas si c'est dramatique. Alors, encore une fois, moi, je ne suis plus déjà très jeune, et je sais à une époque dans le Likoud, parler de 2 États, palestiniens et israéliens, c'était inconcevable. Je sais encore dans les années 70, où 75% des Israéliens, dans les sondages, étaient contre l'idée d'un État palestinien. On se souvient encore de Golda Meir, donc leader du Parti travailliste, qui ne reconnaissait même pas un peuple palestinien. Israël a beaucoup évolué. On a vu ça au discours Bar-Ilan de Premier ministre Netanyahou. On a vu ça aussi dans son discours encore plus avancé devant le Congrès américain. Alors, sauf qu'Abou Mazen, on attend toujours encore sa reconnaissance. Et moi, je serais Abou Mazen. Au lieu d'aider, de soutenir un déclenchement, au lieu d'aller aux Nations Unies et de proclamer unilatéralement un État palestinien, j'irai demain matin et je dirai dans mon Parlement à moi, je reconnais aux Juifs d'avoir leur État, à nous d'avoir le nôtre. On va revenir dans quelques instants au côté palestinien. Un dernier mot sur Benjamin Netanyahou et la multiplication des symboles, justement. Ce discours de Bar-Ilan et puis aussi ce logo qui a été trouvé pour la visite de Barack Obama, l'entrée de Tzipi Livni dans la coalition. Beaucoup de symboles, beaucoup de petits pas, mais finalement rien de fondamental. Est-ce que finalement plus personne en Israël et Benjamin Netanyahou en tête, et vous aussi peut-être, Boaz Bismuth, ne croyez en la résolution de ce conflit?
Non, alors il faudrait justement, d'abord, celui qui l'avouerait, je pense que c'est un suicide de journalistes, de commentaires, d'Israéliens, de quelqu'un qui habite cette région. Et je pense que si c'était le cas, eh ben, on ne ferait plus d'enfants dans cette région, ce qui n'est pas le cas. Non. D'un autre côté, il faut être réaliste. Il faut toujours espérer. Mais il faut espérer, il faut négocier avec les yeux grands ouverts. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que Israël, elle a quoi? Israël a 65 ans. Dans l'espace et dans le temps, 65 ans, c'est pas énorme quand même. Ça veut dire quoi? Israël doit aussi agir jamais sous pression. Il est évident que maintenant, on va entendre encore une fois que le fait que 2013 va être une année, vous allez lire ça aujourd'hui dans les commentaires des commentateurs israéliens, que 2013 est une année critique, dans le sens où soit on arrive à une solution, soit ça va être l'énorme intifada et pratiquement la fin d'Israël. Mais des lignes rouges telles que celle-ci, on en a connu beaucoup. Voilà, exactement. On a connu ça tout le long de l'histoire. Dans les années 50, il y avait ces problèmes. Les années 60, la veille de 6 jours, c'était la fin d'Israël. 73, c'était la fin d'Israël. 87, avec la première intifada, c'était la fin d'Israël. Et Israël, heureusement, survit. La seule chose, c'est Israël aussi voudrait être, et elle a le droit d'être un État normal. Israël ne sera jamais un État normal. D'abord parce que nous n'avons pas des frontières reconnues, et même si nous, on veut être un État normal, le monde va toujours nous rappeler notre particularité, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est le cas. Alors, où est-ce que je veux en arriver? Non, je pense que dans un monde comme aujourd'hui, dans lequel nous voyons des changements aussi rapides, aussi énormes, dans un monde comme aujourd'hui, dans lequel les conservateurs dans ce monde, on l'a vu aux élections américaines, aux élections en France avec l'UMP, même le pape, qui est le archi-conservateur de ce monde, a dû partir. Avec ces changements, qui sait, peut-être aussi, les Palestiniens vont comprendre qu'on va vivre ensemble, qu'ils ne pourront pas tout avoir, et que oui, le peuple juif a le droit d'avoir son État, un État-nation. Alors vous citez une série de démissions et puis d'échecs politiques, alors du coup on en vient bien sûr à Mahmoud Abbas qui n'a plus beaucoup de légitimité, plus beaucoup de contrôle sur l'autorité palestinienne, il faut bien le dire, on parle régulièrement de sa démission. Le problème c'est est-ce qu'il existe chez les Palestiniens un troisième homme, un remplacement possible pour le leadership palestinien? Là déjà, je ne ferai pas le critique des Palestiniens qu'il n'y a pas de relève. Je pense que nous, en Israël, aujourd'hui, on a le même drame et vous le voyez très très bien. Je pense que c'est un drame mondial. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'hommes politiques et moins d'hommes d'État. Mais ça, on n'a rien découvert. Je crois que chaque personne peut le constater tout seul. Maintenant, concernant les Palestiniens, il faut savoir que là aussi, il n'y aura pas un vide. Il y a une génération qui va être derrière lui. Mais sauf qu'encore une fois, c'est la vieille école. C'est la vieille école qui négocie depuis déjà un certain temps, depuis déjà des décennies. Il faut savoir encore une chose, c'est que les mêmes personnes qui viennent autour de la table, la vieille école qui vient, elle vient aussi avec un bagage, avec un coffre plein de séquelles, de cicatrices, et comment dire encore, déjà, c'est-à-dire on s'attend déjà au pire, c'est-à-dire qu'on ne donne pas beaucoup de chance à l'autre côté. On vient déjà pour éviter le vide. Je pense que vraiment, en 93, on avait peut-être ce souhait de passer du stade de la haine au stade de la confiance. Je n'ai pas dit encore de grand abord de la confiance. Avec cette deuxième intifada 2000-2004, on est retourné en arrière, sauf qu'il y avait un autre élément qui s'est ajouté, la grosse désillusion. Aujourd'hui, il faut quand même bâtir encore une fois cette confiance. Mais déjà, encore une fois, je répète ça, à la base, de la même façon qu'Israël a reconnu l'idée de deux États pour deux peuples, les Palestiniens maintenant, à leur tour, de reconnaître, oui, je suis désolé, de reconnaître aux Juifs d'avoir leur État, ce qui n'a pas encore été reconnu. Et bien sûr, un autre problème que nous avons maintenant dans ces négociations avec la venue d'Obama qui vont redémarrer, c'est encore une fois négocier avec qui? Je sais qu'on l'entend plein de fois, mais c'est vraiment réellement la chose. Imaginez aujourd'hui, moi je dois négocier avec les Palestiniens. Finalement, ces négociations ne peuvent pas avoir lieu, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer? Si elles doivent, non, elles doivent avoir lieu, parce qu'on ne peut pas... Elles le peuvent parce que si un président américain, et c'est quand même encore la première puissance, arrive ici on n'a pas d'autre choix, les Palestiniens aussi savent très bien les règles du jeu. La seule chose, souvenez-vous un instant, il y a quand même, on peut regarder un petit peu l'histoire, je crois que c'était en 2006 ou 2007, où encore une fois on avait un certain vide. Il y avait un président à l'époque qui s'appelait George Bush, qui avait déjà parlé de processus démocratique, souvenez-vous. On a tendance à oublier ça avant le printemps arabe. Et puis on avait fait cette conférence d'Annapolis. Franchement, moi j'étais ambassadeur diplomate à l'époque et on cherchait comme ça les délégations arabes qui viennent pour négocier. Tout le monde savait très bien que ça allait aboutir à rien du tout. Que je ne vais pas dire que c'était du pipeau, c'était pas rien du tout, mais c'était quand même pour déclencher. Il faut, vous savez, comment dire, vous mettez de l'essence
Alors, ce n'est pas une quantité pour faire quand même, pour arriver à votre chemin de Tel Aviv, imaginez par exemple la Eilat 4 heures de route, mais ça pourra vous amener quand même à Beersheba, faire une distance. Il faut planter le décor, vous nous dites. Ce qu'il faut aussi peut-être, ce sont des pressions. Est-ce qu'aujourd'hui, la seule chose qui marche pour faire redémarrer ces négociations, ce sont les pressions, avec l'annonce d'une visite de Barack Obama, et puis demain peut-être aussi des sanctions, que ce soit sur les Israéliens ou les Palestiniens, c'est tout ce qui marche? Excellente question, excellente question. Je me souviens quand j'étais correspondant à Paris, il y a environ 10-15 ans, je déjeunais avec une grosse personnalité du Quai d'Orsay qui après était ambassadeur à 2 reprises dans 2 pays importants, pas citer le nom. Et puis il m'avait dit une chose qui m'avait mis, mais vraiment qui m'avait vraiment agacé beaucoup. Il m'avait dit finalement entre vous et les Palestiniens, la seule solution va être une solution imposée, sinon on va arriver à rien. Solution imposée. Chaque Israélien avec sa fierté, bien sûr, ne l'acceptera jamais. Sortez avec moi dans la rue. Mais avec le temps, on voit que si la communauté internationale était beaucoup plus équilibrée dans sa politique envers ce conflit, et je pense surtout à l'Europe et avant tout l'Europe, donc peut-être si on voulait mettre plus de pression pour aboutir à une solution, du côté israélien, on aurait été un peu plus souple dans cette démarche. Parce que finalement, on peut aujourd'hui accepter l'idée pas d'imposer sur Israël parce qu'on est un pays avec un pays qui a 65 ans, avec son autorité sur son territoire et qui a quand même ses séquelles et ses intérêts. Sauf qu'aujourd'hui, le monde, bien sûr, s'il mettait plus de pression, justement, pas seulement sur Israël, s'il faisait un petit peu le test de temps en temps, à mettre pression aussi sur les Palestiniens, peut-être on pourrait avancer un petit peu plus. Quoique les Palestiniens ne soient pas plus ouverts à une solution imposée. Oui, mais malheureusement, dans ce cas-là, on sait très bien, vous le savez mieux que moi, vous qui habitez avec moi dans ce pays, vous savez très bien que la pression n'est pas similaire. Et une chose que le monde doit comprendre, on parle bien sûr des Palestiniens, les faibles dans ce conflit, qui n'ont pas d'État, qui ont des camps de réfugiés à travers le monde arabe. Et c'est vrai par ailleurs, et c'est vrai. Et on parle du côté des Israéliens, cette armée très très forte, 4e, 5e, 6e armée la plus forte du monde, c'est ce que vous voulez. Mais la deuxième intifada, parce qu'on parle justement aujourd'hui des événements dans les territoires, entre 2000 et 2004, plus de 1000 civils israéliens. On a vu dans la dernière opération à Gaza, les gens jusqu'à Tel Aviv aller dans les abris. Alors, quoi ça sert d'avoir une armée si forte si vos civils sont à ce point sous menace quotidienne dès qu'il y a un conflit militaire? Une menace quotidienne et justement, Boaz Bismuth, 4500 prisonniers palestiniens en grève de la faim, des manifestations qui se multiplient. Peu importe s'il y a ou pas une manipulation au départ derrière ces manifestations, elles sont aussi l'expression d'un désespoir de la part des Palestiniens. Alors, en refusant de parler, d'ouvrir le dialogue finalement, peu importe s'il y a ou pas quelqu'un, de montrer cette volonté de dialogue, est-ce qu'Israël n'ouvre pas la porte au radicalisme côté palestinien? Évidemment, c'est le danger. Une des raisons pour laquelle il ne doit pas y avoir de vide, une des raisons pour laquelle Israël ne doit pas affaiblir Abou Mazen et l'autorité palestinienne, c'est justement parce qu'on voit très bien depuis toujours ça a été prouvé, que lorsqu'un quitte la scène chez nos adversaires, et les Palestiniens, je ne veux pas penser d'eux à des adversaires, parce que c'est quand même nos voisins, et que lorsque eux, ils éternuent, je dois me moucher, et vice-versa. Et on doit se comprendre, eux et nous. Mais je veux dire encore une fois que dans cette région du monde, du côté des États arabes, je pense que toujours quand quelqu'un qui était extrémiste à l'égard d'Israël, son remplaçant, son successeur, c'était pas toujours meilleur, bien au contraire. Donc je veux dire la chose suivante, c'est qu'Israël ne doit pas doit empêcher le radicalisme du côté de nos voisins, mais de notre côté, est-ce que ce printemps arabe nous a pas prouvé et nous a pas montré que parfois même quand Israël ne se mêle pas, eh ben, ce phénomène se passe tout seul. Mais encore une fois, je ne veux pas sombrer dans Juste un mot sur Mahmoud Abbas. Concrètement, aujourd'hui, affirmer haut et fort que Mahmoud Abbas n'est pas un partenaire de dialogue. Est-ce que ce n'est pas justement l'affaiblir et ouvrir la voie à ce vide et à ce chaos politique tel que par exemple il guette la Syrie ou encore l'Égypte aujourd'hui? Si vous me permettez quelque chose, si on a le temps, quelque chose de personnel, quand j'étais ambassadeur dans un pays arabe, et je peux vous dire qu'être ambassadeur d'Israël dans un pays arabe, ce n'est pas un cadeau, c'est un cadeau et pas un cadeau. C'est un cadeau parce que vous servez la paix et c'est magnifique. Et finalement, je suis beaucoup plus proche quand je suis dans un pays arabe qu'en Finlande ou en Scandinavie, que j'aime beaucoup bien sûr, parce que quand même, on se ressemble beaucoup dans plusieurs choses et il est temps qu'on le comprenne. D'un autre côté, vous êtes quand même le poisson rouge dans l'aquarium que tout le monde guette et que tout le monde regarde. Et l'opposition veut toujours, l'opposition qui existe bien sûr, mais qui est soi-disant opposition, tout le temps, et la presse locale veut vous mettre à la porte. En 2006, Abou Mazen est arrivé à Nouakchott. Il a serré la main de tous les ambassadeurs quand il est arrivé à l'ambassadeur d'Israël. Donc moi, quand on se connaît bien sûr, il m'a serré très très fort. Donc il était devant la télé. Donc finalement, celui qui m'a fait le service le plus grand en Nouakchott, c'était ce monsieur Abou Mazen, qui est quelqu'un de positif. On a eu l'occasion d'interviewer, de le voir, c'est quelqu'un de sincère et de sensé. Sauf que il faut oublier aussi le climat dans lequel il est entouré, chez lui aussi.
Il faut savoir aussi que cette radicalisation, elle existe dans la rue palestinienne et les dernières élections l'ont prouvé encore une fois. Abou Mazen a un grand danger. D'un côté, il veut bien sûr être ouvert aux Israéliens et bien sûr avec l'Europe et les États-Unis. D'un autre côté, il voit aussi que sa rue à lui se radicalise et elle regarde justement le Hamas comme quelque chose qu'on espère, qu'on souhaite, comme quelque chose qui doit prendre même sa place. Donc quel discours doit-il choisir? Est-ce qu'il doit justement calmer le jeu et aller vers les Américains, l'Europe, Israël, ou justement se radicaliser pour des raisons propres pour sa survie politique? Et c'est ça le problème. Et voilà, vous pouvez bien sûr rebondir et me poser la question. Est-ce que le mettre dans cette situation, est-ce qu'avoir renforcé le Hamas depuis ces 12 dernières années, est-ce que ce n'est pas la faute d'Israël? C'est à discuter. Certains vont vous dire que oui, Israël aussi a contribué à cela. Certains vont dire que cette chose a été faite toute seule. Si vous me posez à moi la question... Une autre question peut-être plus proche de l'actualité. Aujourd'hui, Abou Mazen soutient ces dernières manifestations palestiniennes, soutient la grève de la faim des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Est-ce que c'est le bon choix pour le chef de l'autorité palestinienne? Très mauvais choix, moi je pense qu'au contraire, parce que c'est radicaliser la situation. Je pense que c'est justement avant l'arrivée... Écoutez, c'est comment dire, vous dites en français monter les enchères, c'est justement avant l'arrivée de Barack Obama. Au contraire, c'est faire la situation, le compromis, la solution beaucoup plus difficile. D'un autre côté, il y a aussi une logique, je pense, dans sa façon de fonctionner. Je crois que c'est la solution du pire, compte tenu du fait qu'aujourd'hui Abou Mazen, c'est pas le début de sa carrière politique. Il veut très bien aussi, il pense aussi qu'est-ce qu'il va laisser dans l'histoire. Alors déjà, ce qu'il a fait, sa proclamation d'un État palestinien, c'est un petit peu le maximum qu'il pense avoir pu obtenir. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est précipité pour le faire. Je pense qu'en plus, il a utilisé le conflit à Gaza et le fait que la glorification un petit peu de Hamas pour le peuple palestinien. Donc, il a essayé de monter sur ce train et de reprendre lui aussi un petit peu les commandes. C'est pour ça qu'il a choisi justement ce timing-là. Donc, souvenez-vous, novembre, Hamas, décembre, c'est lui qui reprend un petit peu, je ne sais pas si on peut dire les commandes, mais un petit peu l'éclairage sur lui, un petit peu si vous voulez, ou reprendre la vedette s'il peut, ce qui est un peu limité. Mais là, maintenant, je pense que pour lui, aujourd'hui, c'est moins l'acquis d'un État palestinien. Le maximum pour lui, il l'a obtenu aux Nations Unies de façon unilatérale. Pour lui, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il se maintient en ce pouvoir, comment est-ce qu'il maintient les rapports de force Fatah vis-à-vis du Hamas. Et je crois que lui aussi, il a perdu confiance à l'égard d'Israël. Et je vais vous dire quelque chose, même aujourd'hui. On est en train de construire une coalition en Israël. On essaye, du moins, on essaye. Les sujets, réellement, je vais vous dire un petit secret. Il y a bien sûr, certainement pas le conflit israélo-palestinien. Il y a bien sûr Tzipi Livni qui a parlé hier justement beaucoup de ce processus de paix. Mais finalement, de quoi on parle? On parle d'économie, on parle de comment vendre des maisons moins chères, on parle du fait qu'est-ce qu'on fait bien sûr avec les ultra-orthodoxes à l'armée, et si c'est pas l'armée, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? C'est ça les sujets. C'est ça les sujets. Alors et Abou Mazen le sait. Sujets de société, à ces sujets économiques. Ces 4 dernières années ont vu mourir bien des slogans. Le Yes Weekend de Barack Obama et puis la paix économique aussi de Binyamin Netanyahou. Et pourtant aujourd'hui, si Mahmoud Abbas a perdu de sa légitimité, c'est aussi à cause de la dégradation économique de la situation des Palestiniens. Et là aussi, Israël a une responsabilité à prendre. Écoutez, de la même façon qu'Israël... Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, quand il y avait cette croissance de 7,5% dans les territoires, dans l'autorité palestinienne, pardon, bien sûr, Israël se réjouissait et disait que c'est aussi grâce à nous. Quand aujourd'hui il y a une détérioration, Israël ne peut pas dire non, nous, on n'est pas responsable. Quand ça marchait très bien, on était très content d'applaudir et de dire voilà, on participe à cela. Sauf qu'il faut savoir une chose. Et je vous rappelle un petit peu l'histoire. 93, il y a les accords d'Oslo. Réussi ou pas, c'est une autre histoire. Bon, c'est un grand échec, tout le monde le sait aujourd'hui, mais il fallait essayer. 94, un an après, il y avait à Paris les accords de Paris, souvenez-vous, où la communauté internationale, même les Japonais, tout le monde était là pour contribuer et pour aider les Palestiniens. Et à l'époque, tout le monde était étonné parce que les grands, ceux qui étaient les grands avocats des Palestiniens, c'était la délégation israélienne. Bien sûr, soutenaient les Palestiniens. Parce que la logique est laquelle? Si, bien sûr, l'économie marche bien, eh bien, tout fonctionne. Et on l'a vu très bien, pas seulement dans le monde arabe, de partout dans le monde. C'est un phénomène aujourd'hui mondial. On a vu que ce qui s'est passé au printemps arabe, qui avait débuté à Tunis, eh bien, ensuite, ça avait débuté au Canada un an après, en 2000, je pense que c'était en octobre 2011, je pense. En Europe aussi, on a vu bien sûr la Grèce, l'Italie, la France aussi. En Espagne, c'est un phénomène mondial. Sauf que dans les autres pays du monde, il s'agirait de manifestations et de dégradations et de problèmes sociaux et de problèmes de famille et des problèmes
de suicide au sens du travail. Ici, malheureusement, ça se reflète, ça se traduit à quoi tout de suite? Ce que l'on voit maintenant entre Israéliens et Palestiniens, à tout de suite des conflits et des guerres. C'est pour ça que dans cette région du monde, il faut être toujours beaucoup plus prudent parce que les conséquences sont toujours beaucoup plus graves. Mais ne pas tomber dans le piège des excès de la lutte antiterroriste. Donc finalement, il faut essayer, dites-vous, il faut essayer à Paris, il faut essayer à Oslo, il faut essayer à Annapolis, il faut essayer encore aujourd'hui, peu importe dans quelle capitale européenne ou américaine ce sera. Essayer, c'est la responsabilité des Israéliens et des Palestiniens. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est relancer un dialogue politique et essayer aussi de soutenir économiquement les Palestiniens. C'est l'étape à venir pour Benyamin Netanyahou? Une chose est sûre, une chose est certaine, même si la situation elle est moyenne pour nous soutenir ou faire en sorte que l'autorité palestinienne fonctionne économiquement bien, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt. Vous savez, dans les relations internationales, c'est pas comme un garçon qui invite une fille au cinéma et puis on est amoureux et puis on s'aime et on téléphone. Là, c'est une question d'intérêt. C'est très froid. Et de cette façon-là, je pense que le premier intérêt des Israéliens, c'est justement une autorité palestinienne qui fonctionne. D'abord parce que ça présente aux Palestiniens que sous Fatah, ça fonctionne beaucoup mieux que sous Hamas. C'est encore une fois l'intérêt des Israéliens. Et puis finalement, encore une fois, c'est nos voisins, et puis chaque chose qui se passe là-bas, c'est nous finalement qui subissons les conséquences. Encore une fois, on ne va pas maintenant dans cette interview, bien sûr, trouver toutes les solutions. Je crois que c'est un problème qui est dramatique. Moi, j'ai cette formule qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je dis toujours que nous avons deux peuples. Vous voyez, je suis assez honnête pour dire deux peuples. Nous avons deux peuples émotionnels dans un territoire tellement restreint, parce que pour les Français qui nous regardent maintenant et qui nous écoutent, vous savez ce que c'est. Israël, c'est deux fois Ille-et-Vilaine, tout le monde connaît dans la carte France, et la Palestine, c'est une fois Ille-et-Vilaine, donc c'est tout petit, avec l'élément religieux, au lieu qu'il apaise, qui est là enflammé, une fois c'est nous qui utilisons bien sûr cet élément, nous avons très bien le droit, eux parfois ils nous empêchent, mais ils le font très bien, on l'a vu à Arafat en 2000. Quand vous voyez cette formule, c'est assez explosif, et c'est pour cette raison-là aussi que nous voyons une autre chose. En 93, avec les accords d'Oslo, on était censé passer, comme j'ai dit avant, au stade de la confiance, et pourquoi pas la paix et la reconnaissance mutuelle. Et puis déjà, même le Nobel, il y avait 3 prix Nobel, y compris à Arafat, ce que pour moi, quand j'étais enfant, était inconcevable, et par ailleurs, il ne le méritait pas. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit après Oslo? Nous avions eu, entre 2000 et 2004, deuxième intifada. En 2006, la deuxième guerre du Liban. En 2008, l'opération à Gaza, la première. Et en 2012, une autre à Gaza, donc des mini-guerres. 5 conflits depuis. Alors justement, donc ça devient un au mot contraire. pour conclure, Boaz Bismuth, Oui. Finalement, et tout est peut-être une question de vocabulaire. Entre Israël et les Palestiniens, une série d'affrontements. On s'affronte entre ennemis. On s'assoit à une table de discussion entre partenaires de dialogue. Est-ce que cette maturité-là existe des deux côtés aujourd'hui? Alors là, comme j'ai dit avant, on vit aujourd'hui dans le monde, c'est un phénomène mondial, c'est pas seulement Israël. Tout est en train de changer devant nos yeux et de façon tellement rapide. Vous allez me dire très bien que des changements, il y a toujours eu. Technologiques, politiques, sociales, toujours eu. Mais à ce rythme-là, je ne me souviens pas à ce rythme-là. On voit maintenant que finalement, il y a une relève. Il y a une relève qui prend le dessus. Cette relève va être beaucoup plus rationnelle et cette relève va beaucoup plus parler de façon technique et économique. Qui sait? Peut-être maintenant, avec des nouvelles solutions, on trouvera peut-être quelque chose, une ouverture. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, que ce problème israélo-palestinien se passe dans un quartier. Et tout le quartier, où il y a la Syrie, où il y a le Liban, où il y a la Jordanie, où les choses sont très très fragiles, vous voyez de l'autre côté l'Égypte, regardez ce qui se passe en Tunis. Et je n'ai même pas évoqué encore, bien sûr, l'Iran et ses négociations au Kazakhstan. On voit très bien qu'on pourrait très bien envoyer Borat, vu le sérieux des Iraniens. Donc il ne faut pas oublier aussi le climat, le quartier dans lequel tout ça va se dérouler. Je pense que si on aurait pris Israéliens, Palestiniens, et on les a remis ailleurs. Par exemple, pourquoi pas dans les Caraïbes, peut-être ça aurait été beaucoup plus utile, mais pour l'instant, on reste là, parce que eux et nous, c'est notre maison. En tout cas, on conclura sur cette note de pragmatique optimisme. Merci pour ces explications, Boaz Bismuth. Merci à vous. C'est la fin de cette émission et la suite de l'information, c'est dans quelques instants, toujours sur Guisen TV.